ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. L'idée, c'est que vous allez découvrir des parcours de personnes d'horizons variés qui, un jour, se sont lancées en investissement immobilier. Mon objectif, à travers ces témoignages, c'est d'apporter du concret au podcast qui va vous inspirer, vous donner des idées et surtout vous remplir d'une bonne dose de motivation. Il y a 3 semaines, vous avez découvert Corinne d'Investir comme elle, que j'ai interviewée sur le podcast. J'ai également eu envie de découvrir son associée, Mélanie, qui a un parcours totalement différent. Mélanie a commencé en faisant des études d'ingénieur, qu'elle a menées jusqu'au bout, puis après quelques années dans la vie active, elle a complètement remis en question le chemin tout tracé qu'elle s'était imaginé. Elle a alors effectué son premier investissement, une colocation à Lyon, qui a généré direct 400 € de cash flow. À partir de là, elle a voulu mettre le turbo côté investissement. Pour cela, elle a carrément décidé de quitter son travail de commercial pour devenir employée dans une boulangerie. Vous allez voir, Mélanie est une fonceuse qui sait ce qu'elle veut et grâce à cette force, elle parvient à dépasser tous les obstacles sur son chemin. Je ne vous en dis pas plus, découvrez toute son histoire dans cet épisode. Bonne écoute! Salut Mélanie, comment ça va? Ça va très bien, merci et toi? Je suis ravie de t'avoir sur ce podcast aujourd'hui parce qu'il y a 2 semaines, donc, j'ai interviewé Corinne et là, maintenant, aujourd'hui, c'est ton tour. J'ai envie de découvrir du coup la deuxième tête d'Investir comme elle. Avec plaisir. Donc Mélanie, j'imagine que tu connais un petit peu mon système d'interview. On va essayer de retracer ensemble un peu ton parcours d'investisseuse, du début, de où tu es partie et voir comment tu as évolué pour donner du courage à tous les auditeurs pour comprendre comment ça se passe dans la vraie vie, en pratique, les investissements. Du coup, toi, d'où tu viens? Quelle a été ton enfance, ton éducation? Quels étaient en fait les a priori ou les enseignements que tu as eus à propos de l'argent et de l'investissement quand tu étais jeune? Waouh, on commence par une question large. Alors, d'où je viens? C'est-à-dire familialement parlant, je viens d'une famille totalement, je dirais, classique, mais aimante. Bon, j'ai eu beaucoup d'amour, je viens d'une famille portugaise. Il y a quand même une culture familiale qui est forte chez les Portugais, donc c'est important de le préciser, parce que ça peut avoir, et ça va avoir un impact aussi sur la suite, notamment sur la place de la femme, qui n'est pas celle qui rapporte l'argent, mais celle qui plutôt s'occupe du foyer, des enfants, de la nourriture et qui gère eh bien tout ce qui concerne la maison et les enfants. Et après, c'est plutôt effectivement le mari qui ramène l'argent. Donc, pourquoi je dis ça? C'est un petit peu ancestral comme vision, mais en tout cas, c'est là d'où je viens, c'est-à-dire que mon arrière-grand-mère a fonctionné comme ça, ma grand-mère fonctionne comme ça, et ma mère a un petit peu fonctionné comme ça. Voilà. Donc moi, je suis la casseuse de lignée qui arrive ici et qui décide de faire autrement. Voilà d'où je viens. Ok. Et du coup, tes parents, ils avaient leur résidence principale? Comment ça se passait en termes... quelles étaient leurs professions et leur statut, je sais pas, dans la société et comment eux géraient leurs finances? Alors, donc mes parents, effectivement, ont une résidence principale. Ils sont lancés assez jeunes dans l'achat de la résidence principale à 25 ans. Mais c'était le parcours classique, si tu veux, j'achète ma RP et puis après, je vieillis dedans. Je la revends à la limite une fois pour acheter plus grand pour les gosses, mais c'est tout. Et après, en termes d'argent, la gestion financière est saine à la maison. On n'est pas des gros dépensiers dans la famille. Avant, on partait chaque année au Portugal, un petit peu comme... Franchement, c'est très cliché, mais c'était ça, quoi, tu vois. Moi, jusqu'à mes peut-être 6-7 ans, j'allais au Portugal. Et puis après, on a arrêté de le faire. Et non, on n'a jamais manqué de rien. Je touche du bois. Et franchement, j'ai été vraiment éduquée dans l'amour. Et ça, merci. Merci à mes parents. Ok. Et donc, toi, là-dedans, t'étais bien, t'étais heureuse, t'as grandi. Et du coup, au niveau des études, vers quoi tu t'es orientée? Alors, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Par contre, je savais ce que je n'aimais pas faire.
Donc systématiquement, je me disais, ok, ça j'aime pas, ça je préfère, donc je vais vers là. J'ai fait des grandes études quand même. Donc, j'ai commencé par, donc j'ai fait tout le lycée classique jusqu'à la terminale S, parce que S c'était la classe. On va en parler. Du coup, après, je me suis dit, je vais pas m'arrêter là, je vais faire un DUT dans la biologie. Donc, ça s'appelle DUT génie biologique. Donc là, je suis partie à Digne-les-Bains faire cette aventure. Et je me suis dit, mais je peux pas m'arrêter là. Et après, j'ai fait une école d'ingé à Beauvais. Et donc, j'ai continué toujours par élimination en mode, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, je préfère. Et du coup, je suis allée, j'ai cheminé comme ça. J'ai fait une école d'ingé agronome, spécialité marketing et développement commercial. Et cette spécialité, elle est importante parce que c'est vraiment ça qui m'a fait choisir presque le parcours. Aujourd'hui, si tu me poses des questions sur l'agriculture, ne m'en pose pas, s'il te plaît. Je n'aurais pas de réponse à te donner. Et ensuite, j'ai quand même pas mal voyagé finalement dans la France avec mes études. Et après, il a fallu que je trouve un job et que je rentre dans la vraie vie. J'ai eu la chance de faire mes études en apprentissage parce que je voulais ne pas rester sur les bancs de l'école et tout de suite avoir un pied dans le travail parce que c'était important pour moi. Et donc, du coup, j'ai fait toutes mes années d'école d'ingé en apprentissage, en grande distribution, alimentaire notamment, Ok. chez Auchan, pour pas le citer. Ok, ok. Et du coup, donc, t'as fait tout ça, tu t'es installé. C'était quoi, du coup, à ce moment-là, ta vision de la vie? Tu te disais quoi? Tu te disais, bah, c'est cool, je vais avoir un CDI, je vais. Enfin, qu'est-ce que tu pensais de ta vie, en fait? Comment t'allais la mener? C'est très clair dans ma tête la réponse que je vais te donner parce que je savais exactement ce que je voulais faire à cette époque quand j'ai quitté l'école d'ingé. Je me suis dit, je vais être directrice de magasin et c'était mon seul but en fait dans la vie, c'était de monter les échelons et d'être directrice de quelque chose. Tu vois, un petit peu pour satisfaire, alors je sais pas si j'ai envie de dire mon ego personnel ou atteindre une certaine posture sociale qui me permettra, je sais pas, de justifier ma réussite personnelle. Voilà. Et ça, c'est important parce que par la suite, j'ai totalement pété et cassé cette croyance, mais ça n'a pas été tout de suite. Donc, je suis sortie d'école d'ingé, je me suis dit, je vais être directrice de magasin et je vais tout faire. Et en fait, à la minute où on m'a proposé un job en CDI suite à mon apprentissage, c'est le salaire qu'on m'a proposé qui m'a fait vriller. Je me suis dit, attends, il y a un problème. Je peux te raconter l'histoire rapidement. Ouais, vas-y! J'étais en apprentissage, je gagnais 1500 euros à peu près net. Je vais arrondir à 1600 parce que c'était des bourrettes. 1600 euros net. Et on propose un CDI à 1800 euros pour faire à peu près 30 heures de plus. Tu vois? Ah oui. Ah oui. Je me suis dit, j'ai pas eu besoin de faire un savant calcul mathématique pour me dire, mais attends, je vais travailler 2 fois plus. Mais par contre, le problème, c'est que je vais pas gagner 2 fois plus, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais il y a un souci. Soit c'est moi qui ai mal capté le schéma, soit je vais devoir vraiment travailler énormément pour atteindre les objectifs financiers que je m'étais fixés. Je me suis dit, non, non, je veux pas cette vie. Et là, je suis partie, j'ai quitté Beauvais et je suis revenue à Lyon, terre où j'ai grandi. Et là, j'ai commencé à chercher un job qui pouvait satisfaire mes ambitions financières. Et alors, comment t'as fait, là? On a envie de savoir. T'arrives à Lyon? Bah, j'arrive à Lyon, j'ai tout simplement peaufiné mes réseaux LinkedIn et compagnie. J'ai cherché, j'ai passé pas mal d'entretiens. Il y a un mec qui est venu me chercher sur LinkedIn et qui m'a dit, ah bah tiens, t'as un profil atypique, comme on les appelle. Ça serait intéressant que tu viennes faire un entretien. Je regarde un peu la boîte, je me dis, mais c'est quoi cette boîte? J'y connais rien. C'était une boîte qui vendait de l'électroportatif pour les professionnels du bâtiment, donc une boîte qui s'appelle Ilti. Bon, je montre un peu à mes parents, j'en discute, mon père il me fait ouais, c'est une super boîte d'outils, c'est génial, tu verras, tu pourras ramener des outils à la maison. Du coup, je dis ouais, mais moi j'y connais rien en bâtiment, tu vois. Et du coup, je vais faire l'entretien, ça se passe bien. J'ai eu quand même 5 entretiens avant d'être validée. Et j'ai terminé avec le directeur France qui m'a validée en fait. Et là, je suis rentrée dans cette entreprise pour devenir commerciale itinérante. Et là, j'y suis restée 3 ans. Ah ouais! Et du coup, t'as eu un salaire correct au J'avais un- démarrage, au final? Ouais, c'est ça. En fait, j'avais un salaire fixe qui était de 1500 euros et après, j'avais un énorme variable. Et mon variable, il me faisait monter à 4-5 K par mois, quoi, à peu près. En tout, Ok. allez, 3 à 5 K par mois. C'était super. Ok. Donc du coup, c'est bien, t'as refusé ce que la vie voulait te donner et t'as dit non, non, j'ai trouvé un truc Voilà. dans mes ambitions, quoi. C'est ça, exactement. Mais à l'époque, c'était que des ambitions financières et c'était un petit peu creux, tu vois, derrière. Ouais. Peut-être pour redonner des années, là, parce que je sais pas du tout quel âge t'as, mais juste pour remettre un peu J'ai de... 29 ans, là, actuellement. Donc là, t'as 29 ans, donc ça, c'était en
Donc, je suis sortie d'école d'ingé, j'avais quoi, 23, enfin 23, oui, c'est ça. À 24 ans, j'étais sur ma première année chez Iti, puisque c'était l'année de mon premier investissement, 24 ans. 25, 26, j'ai quitté le job à 25 ans, je crois. 25 ans, ouais, c'est ça. Ok. Et donc du coup pendant tout ce temps-là, tu fais ton taf, tu découvres l'immobilier du coup. Alors comment ça t'est venu, comment c'est venu sur ton chemin? Et ben en fait, j'ai fait ma première année de commerce, j'étais très contente, j'ai appris plein de trucs, et j'ai bien gagné ma vie, je me suis dit super, c'est génial. Et là, j'ai découvert la vraie vie, des impôts et tout ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Comment se fait-il qu'on paye autant d'impôts, tu vois? C'est la première prise de conscience de me dire, mais attends, il y a peut-être des trucs qui me permettent de payer moins d'impôts. J'ai tapé sur Google, genre, comment payer moins d'impôts? Vraiment, mais basique. Et là, je suis tombée sur l'immobilier. Et là, j'ai commencé à m'y intéresser, à regarder quelques vidéos sur YouTube. Alors, je te dis quelques vidéos, mais j'y ai passé un paquet d'heures parce que vu que j'étais commerciale itinérante, j'écoutais des vidéos en boucle. À l'époque, il n'y avait pas trop de podcasts encore, enfin, pas beaucoup. Mais beaucoup de vidéos YouTube. J'en ai vraiment mangé. Et là, je suivais un investisseur lyonnais et qui organisait une rencontre en présentiel. Et moi, je suis très contact humain, tu vois. J'ai besoin de rencontrer des vrais gens, discuter avec eux. Et je me suis dit, bah allez, go, je vais aller à sa soirée, découvrir un petit peu ce que c'est. Voilà, peut-être que je vais apprendre des choses, découvrir, rencontrer des gens. Et du coup, le soir, je rentre, je m'en souviendrai toujours de cette soirée. Je rentre, je dis à Olive, mon conjoint, je dis, viens, on va à une soirée, c'est trop cool. Il me dit, mais c'est quoi ta soirée? Je dis, bah c'est une soirée de l'immobilier. Il me dit, OK, ça coûte combien? Le billet, c'était genre 57 euros par personne. Il me dit, mais ça va pas bien la tête, on va pas payer 57 euros pour aller manger des cacahuètes avec des gens qu'on connaît pas, tu vois. Ah, non, ça, c'est pour illustrer l'état d'esprit qu'on avait, tu vois. Bah ouais. Ouais, mais toi du coup t'as voulu y aller à cette soirée. Tu lui as dit écoute, toi, tu restes à la maison si tu veux, mais moi j'y vais quoi. J'ai de la chance que je suis assez têtue. Et du coup, enfin, ça me porte chance et parfois malchance, mais c'est pas. Et donc, du coup, j'ai pris les billets, hop, et après, j'ai dit, bon, bah, on est inscrit, tant pis, on y va, on verra. C'est là vraiment, c'est réellement ce jour-là où j'ai découvert l'immobilier rentable, les rentiers de l'immobilier, tout ce monde, en fait, auquel j'appartenais pas, et où je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment un monde parallèle qui est en train de se passer en parallèle du mien, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai juste pas choisi la bonne direction. Bon, je suis sortie de ce rendez-vous-là. Premièrement, j'ai rien compris de tout ce qui s'était dit, globalement. Mais du coup quand même en écoutant toutes ces vidéos YouTube pendant des heures et des heures, t'as dû quand même avoir des réflexes qui se sont imprégnés, non? En fait, tu sais, au départ, quand tu commences à regarder des vidéos YouTube, t'as envie d'y croire, tu vois, mais t'as toujours une part de toi qui est un peu en méfiance, en mode, oui, bon, j'aime bien ce qu'il raconte, mais je suis pas totalement sûre, tu vois. Ouais. Le fait d'aller voir des vrais gens, quand je te dis des vrais gens, c'est des personnes physiquement qui ont réalisé ce qu'ils disent et ensuite ils peuvent te le prouver, et ben ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ok, ben en fait tout ce que j'ai regardé pendant plusieurs mois sur YouTube, ok, c'est vrai en fait, c'est un vrai monde, tu vois. Et du coup là je suis sortie de là et ça a changé ma vie en fait. Je me suis dit, c'est vraiment cette soirée qui a changé ma vie. Je me suis dit, ok, je ne veux plus appartenir au monde des salariés. J'avais dit, je veux être rentière en immobilier et vivre de l'entrepreneuriat également. Voilà, donc c'était ça, l'objectif. Ah génial. Et ton conjoint du coup lui il s'est dit la même chose ou? Alors, mon conjoint, il n'est pas aussi, comment dire, c'est pas aussi noir ou blanc. C'est un peu nuancé. Donc, c'est OK, vas-y, profite de ta dynamique et de ton énergie et fais ce que tu as à faire et après, on verra. Tu vois, il est beaucoup plus patient. Moi, je suis plus, tu vois, si on déschématisait, je suis plus une étincelle et lui, plutôt le bulldozer, tu vois, à tenir sur la durée et tout ça. Alors que moi, je vais avoir des pics d'excitation et puis après, tu vois, ça peut redescendre aussi. Voilà. Ok. Ça, c'est pour la personnalité. Ouais. Ok, donc du coup, tu sors de là, comment tu t'y es mis alors? Et ben en fait, à la soirée, j'ai rencontré un chasseur immobilier. Effectivement, j'y connaissais pas grand-chose. J'ai dit, mais c'est quoi un chasseur immobilier? J'ai découvert ça à cette soirée. J'ai discuté avec lui, donc il s'appelle Stéphane. Je dis à Stéphane, bah explique-moi c'est quoi ton métier? Bah il me dit, bah je chasse des biens rentables pour les personnes qui ont envie de démarrer l'investissement. Donc là, je me suis dit, bah, incroyable, c'est exactement ce que je vais faire à la sortie, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, bah comment on fait pour travailler ensemble? Donc il m'a expliqué, en fait, il m'a envoyé un mail, tout simplement. Par la suite, j'ai lu le mail et j'ai dit, ok, je veux qu'on bosse ensemble. Je suis sortie de la soirée, je lui ai envoyé le mail et ensuite, peut-être, allez, 2 mois après, il me trouvait un bien. Chouette, et quel type de bien du coup? T'avais déjà un peu une idée de comment tu voulais exploiter tes biens, etc.? Oui, j'avais une idée, je voulais faire une colocation.
je m'étais dit, si je fais un premier bien immobilier, je fais une colocation. Pourquoi? Parce que moi-même, j'avais vécu en coloc quand j'étais en études. Et du coup, j'avais vécu le truc, tu vois, en mode client, en quelque sorte. Et je me suis dit, bah, si je me retrouve propriétaire d'une colocation, je vais savoir gérer parce que je sais comment on vit à l'intérieur, tu vois. Du coup, ça me semblait assez limpide et c'est ce que j'aimais le plus. Et c'est ce que je dis aussi à mes élèves, il y a parfois une appétence naturelle pour un projet, il vaut mieux choisir ça plutôt que se faire du mal, tu vois, sur un projet plus difficile, au départ, pour commencer en tout cas. J'ai choisi la colocation et il m'a trouvé une colocation à Lyon. C'était il y a 5 ans, hein. Donc j'avais 24 ans. Et j'ai fait quasiment ma première visite avec lui. Et là, je visite, c'est trop drôle cette histoire. Je visite le bien et je me dis, bon, allez, let's go, quoi. Et là, j'ai pas fait ni calcul de rentabilité, ni vérifié les devis travaux. J'y suis allée à l'arrache complet. C'est génial. Mais comment t'as su, enfin, quand t'as visité l'appart, tu te dis, il était à rénover ou il y avait pas de réno? À rénover, tout à refaire. Ah, top. Et ça, tu te sentais à l'aise. Non, pas spécialement. Ok, mais tu t'es dit, on y va. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je me suis dit, on y va. Ah, avec le recul, je me dis que j'étais un petit peu dingue, tu vois, mais c'est un peu, comment dire, tu sais, l'excitation du débutant, tu vois, qui se dit, OK, on y va, on y va, on y va, et puis en fait, tu maîtrises rien, mais c'est pas grave, on y va quand même. En fait, vu que tu connais pas, bah, tu peux pas avoir les peurs sur ce que tu connais pas, tu vois. Ouais. Du coup, je me suis lancée, j'ai fait une offre qui a été acceptée dans la soirée, et en fait, tout est allé très vite après. Et après coup, tu l'aurais fait un petit peu différemment là, avec le recul. T'as acheté un peu trop cher, non? Non, franchement, c'était. Alors, si je devais le racheter aujourd'hui, de toute façon, sur Lyon, maintenant, c'est plus trop rentable. Vaut mieux aller Ouais. dans des villes un peu plus loin. Mais si, c'est rentable. Elle me rapporte 400 euros de cachot, hein, cette coloc, encore aujourd'hui. Ouais, donc c'est cool. C'est très rentable. Seulement, j'ai rien vérifié. En fait, si tu veux, tout était basé sur la confiance que j'ai accordée à cette personne. Donc, un petit peu sur l'intuition personnelle que j'ai eue, quoi. Tu vois? Ah ouais, et ben c'est top. Pas du tout. Et du coup, c'est merci Stéphane, quoi. Alors c'est ça. Merci Stéphane. Après, j'ai eu des gros problèmes avec les travaux, par contre. Donc, voilà. Alors comment t'as géré tout ça? Raconte-moi la suite, ça m'intéresse. Les travaux, en fait, ils devaient durer un petit peu moins de 3 mois sur la coloc et en réalité, ça en a duré presque 7. Et en fait, c'était pas ouf parce qu'en fait, j'avais pas vérifié la qualité du prestataire travaux. Évidemment, je l'avais jamais rencontré, je savais même pas, j'ai rien vérifié en fait. J'ai pas vérifié ses chantiers, j'ai pas vérifié ses assurances, j'ai pas vérifié sa solidité financière, j'ai rien vérifié. Encore une fois, tout sur la confiance. J'ai vu le gars une fois, il me semblait sympa. Je suis pas du tout allée sur le chantier pour vérifier ce qui s'y passait. En fait, c'est comme si je me suis dit, OK, bah, je fais confiance, tu vois, je lance ma confiance dans les mains du collègue et lui, il fait tout. Et après, moi, j'arrive à la fin en mode, je vérifie et je suis contente. Sauf que dans la réalité, les finitions, c'était de la merde. Il a failli fermer la boîte parce qu'il avait pas assez de fonds de trésorerie pour acheter les matériaux. Donc, du coup, il nous a mis plusieurs mois de délai dans la face. Donc ça allait si tu veux puisqu'on bossait en attendant, mais tu vois toutes ces petites choses m'ont fait apprendre que l'immobilier ça prend du temps et qu'il y a besoin aussi de d'avoir comment dire de mettre du temps pour vérifier en fait le projet. Voilà. Là j'ai appris pas mal de choses. Ok. Ah ouais, là en gros t'es rentrée dans le dur, quoi. Et du coup, cet appart, tu l'as acheté toute seule ou avec ton mec? Alors, en fait, je voulais l'acheter seule. Donc, j'avais 1 an d'ancienneté chez Ilty. Donc, du coup, j'ai présenté le dossier à ma banque personnelle, à une autre banque. Elles m'ont dit non parce que j'avais pas assez d'ancienneté sur la société. J'avais que 1 an, à peine 1 an. Et surtout parce que j'avais un petit fixe et que le fixe, il n'était pas assez grand pour elles. Et je leur ai dit, mais c'est pas grave, vous prenez mon variable. Et elles prenaient pas mon variable, malheureusement, dans le calcul. Du coup, j'ai dit, bon, bah, de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est si je peux pas le faire seule. La solution de l'abandon, ça m'a jamais traversé l'esprit, tu vois. Je me suis dit, bah, faut que je m'associe. Et du coup, je suis pas allée chercher très loin. Je suis allée chercher mon conjoint et je lui ai dit, est-ce que tu veux t'associer avec moi sur le projet? Il a dit oui. Du coup, on est parti comme ça. Ok, ok, top. À 50-50. À 50-50 en indivision. Et en fait, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et en fait, on a commencé cette aventure immobilière ensemble. Et aujourd'hui, on la continue ensemble encore aujourd'hui. Ah, chouette. Oui, pareil que Cyril et moi, du coup. Voilà. Ok, ok. Donc, t'as cet appart. On est donc, alors, si mes calculs sont bons, t'as 24 ans. C'est ça. Donc là, tu découvres le cash flow positif. T'avais compris cette notion ou t'as été étonné quand t'as commencé à toucher les loyers et que ça faisait plus? Ah non, non, j'étais pas étonnée parce que, alors si tu veux, j'ai fait confiance au chasseur immobilier, mais il m'a expliqué plein de choses. J'ai compris ce que c'était que le cash flow. Si, j'ai fait, en fait, si tu veux,
tout cet investissement m'a permis de comprendre pas mal de choses et de comprendre les bases, en fait, je dirais, de l'immobilier. Cet appartement, ça a été ma formation. Voilà, Voilà. ma formation, je vais l'appeler comme ça. Ok. Ok. Et du coup, après, ça a marché. Et ensuite, tu t'étais toujours salarié du coup chez Ilki. Ouais. Et ensuite, voilà, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, c'est quoi la suite? La suite, c'est, je me suis dit, ok, on peut gagner de l'argent avec ça. Bah, de toute façon, on va juste refaire le truc. Du coup, bah, on a refait l'opération une deuxième fois avec une deuxième coloc. Ensuite, une troisième coloc et ensuite un immeuble de rapport. Et là, dernièrement, on est en train de faire l'acquisition d'un autre immeuble de rapport. Et en fait, je pense que ça s'arrêtera jamais cette aventure. Mais tu vois, on continue à faire grossir le patrimoine. C'est vraiment l'objectif. Et ouais, donc du coup, on a enchaîné. Et en fait, l'objectif, c'était de faire grossir le cash flow. Et moi, mon objectif, c'était d'avoir un matelas financier qui me permette d'entreprendre et de quitter mon job. C'était ça, mon objectif. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé ça, je me suis dit, OK, je veux être rentière et tout. Et après, tout le monde m'a dit, OK, rentière, c'est cool, mais après, tu vas faire quoi? J'ai en face de moi quelqu'un qui s'est posé cette question. Exactement. Rentière, c'est cool, mais après, tu fais quoi? Bah ouais. Tu t'amuses, tu pars en vacances et après. Bah ouais, c'est pas drôle en fait. C'est ça qui est marrant. Mais tant que tu l'as pas vécu, enfin, je sais pas si tu t'en rends compte. Moi, ça m'a fait du bien, tu vois, d'avoir ce moment de vide dans ma vie où je me suis vraiment posée en me disant, ok, maintenant tout est possible. Ça fait un peu bizarre, mais tu fais quoi? Tu sais, j'ai bien aimé quand même cette petite phase Ouais. de vide. Ça a duré combien de temps, cette phase de vide pour toi? Accessoirement, j'ai eu un bébé, donc j'en ai profité aussi parce que les deux premiers bébés, je les avais vite mis à la crèche. Et j'avais repris le boulot direct. Et là, comme c'était mon troisième, ma première petite fille, tu sais, j'étais vraiment en mode... Enfin, s'occuper d'un bébé, c'est quand même un petit peu un travail, tu vois. Mais en fait, moi, ce qui est marrant, enfin, excuse-moi, je parle de moi vite fait. Vas-y, vas-y. Mais en fait, moi, des fois, tu sais, dès que je signe un truc, notamment le troisième immeuble, dans ma tête, c'était direct. Ah bah c'est bon quoi, on est rentier. Mais en fait non, Cyril il me disait non mais attends Dorine, il y a les travaux, tu sais tant qu'on trouve les locataires. Et puis moi dans ma tête j'étais déjà en mode bah ça va être quoi le prochain projet. Et puis tu sais j'avais déjà dès la signature en fait du troisième immeuble, j'étais déjà en mode bah ouais mais qu'est-ce qu'on va faire après? Parce que je savais qu'en termes d'endettement, ça allait être vraiment compliqué. En tout cas, c'est ce que je pensais. Même si par la suite, ça s'est prouvé que c'était pas forcément le cas. Mais du coup, voilà. C'était juste pour te dire que ouais, j'ai une petite phase, mais ça a beaucoup germé dans ma tête, Trop bien. cette idée d'entreprendre. Génial. Bah, en fait, effectivement, moi, j'avais vraiment cette vision du rentier. Et en fait, en discutant avec des personnes qui étaient beaucoup plus avancées que moi, qui avaient déjà atteint, si tu veux, le cash flow qu'ils souhaitaient pour avoir le coussin financier qui te permette la sécurité de ta famille, ils me disaient, OK, mais en fait, je pense que toi, t'es pas animé par le fait d'être rentier, t'es plus animé par l'entrepreneuriat, en fait, le fait d'entreprendre des nouveaux projets, de les mener à bien, puis ensuite de changer de projet. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui m'anime, c'est réellement l'entrepreneuriat. C'est pour ça que souvent je dis que l'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat, parce que tu es systématiquement en train de chercher un nouveau projet, enfin de tout construire. Et puis une fois que tu as tout construit, ok, c'est cool. Bon, la gestion, c'est un peu plus chiant, j'avoue qu'on délègue. Enfin, je délègue à mon mari. Ah, trop bien! D'ailleurs, mon chéri, il est meilleur que moi là-dessus. Après, moi, mon objectif, c'est tout le temps d'aller chercher des nouveaux projets. C'est ça qui m'excite et qui me maintient, tu vois. Dans l'entrepreneuriat aussi, c'est pareil. C'est à partir de combien d'appart là que tu t'es dit vas-y je quitte mon travail? En fait, on a fait 3 colocs et après, je me suis dit, OK, je quitte mon job. Là, par contre, ça a été aussi un cheminement, parce que tu parlais de cheminement, d'expliquer justement notre état d'esprit. À ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais quitter mon job, mais par contre, je me sens pas de tout quitter comme ça, tu vois. Je veux fonctionner étape par étape. Je veux monter ma boîte en parallèle. Pour faire quoi? J'en sais rien. Encore une fois, tu vois, tu te poses un gros point d'interrogation. Tu vois, c'est des espèces de moments, effectivement, où tu es un peu plus souple, comme tu disais tout à l'heure, et où tu te poses vraiment des vraies questions. OK, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, tu vois? Et du coup, après cette troisième coloc, je me suis dit, d'accord, Mel, t'as pas envie de tout quitter comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends un job alimentaire qui, en même temps, te permettra peut-être de construire ta boîte. Est-ce que ça, c'est une bonne option? J'ai eu une discussion avec moi-même et je me suis dit, OK, bah, c'est ce que je vais faire. Et en même temps, là, je me suis confrontée à, je pense, ma plus grande peur interne, le regard des autres, en fait, de se dire, OK, bah, tu vas pas être la directrice que tu voulais être. Tu vas pas avoir le statut social qui te plaisait tant, tu vois. Et du coup, j'ai décidé de tout plaquer en quelque sorte et d'aller bosser dans une boulangerie. Attends, là j'ai pas compris. Comment t'es venue à bosser dans une boulangerie? Je voulais pas, si tu veux, donner ma dème chez Ilti, dans mon job de commercial, me retrouver avec potentiellement zéro, puisque si tu veux, moi, mes revenus issus de l'immobilier, on les conserve et on les maintient pour pouvoir réinvestir derrière. Donc, je ne voulais pas, en fait, prendre la trésorerie de mes biens immobiliers. Bah ouais. Et ok, bah, si je donne ma dème, en fait, j'ai zéro pour vivre. Donc, l'objectif, c'était de me dire,
ok, bah, donne pas t'ADEME, prends un job alimentaire, construis ton entreprise qui te permettra demain de te rémunérer avec. Voilà. Ok, donc tu veux dire, t'as pris un travail qui était moins prenant que ton travail, mais avec un salaire moindre, pour avoir le temps psychique, en tout cas, pouvoir te consacrer à tes projets d'entrepreneuriat. C'est exactement ça, effectivement, c'est le liant qui manquait dans mon explication, c'est que le job que j'avais me prenait beaucoup de charge mentale, j'avais pas de temps dans ma tête et dans mon agenda pour pouvoir me libérer et me dire, OK, quel projet entrepreneurial j'ai envie de mener, qu'est-ce que je veux faire, etc. Donc, il fallait que je me libère du temps. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller bosser dans une boulange parce que dans les boulangeries, ce qui est cool, c'est que tu travailles soit le matin, soit l'après-midi. Et donc, du coup, tu as soit ton matin, soit ton après-midi pour bosser sur tes projets. C'est comme ça que je le voyais. À ce moment-là, je suis partie, j'ai quitté l'entreprise et je suis allée faire ce job alimentaire, me confronter aussi à mes plus grandes peurs au passage, au regard des autres. Et c'était très intéressant. Et ensuite, j'ai monté mon auto-entreprise et 1 an après, je l'ai quitté, la boulangerie. Ah ouais, mais du coup, t'as dû annoncer à tes parents, Hello, je quitte mon travail super bien payé en tant que commercial et je vais travailler dans une boulangerie. Ça a dû être dur, non? Enfin, ils ont pas compris, non? Ou... Ça a plutôt été dur pour moi, en fait. Ça a été dur pour moi et en même temps, tu vois, en fait, je l'ai pris en mode challenge. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est moi qui décide, en fait. Je fais ce que je veux et je me prouve à moi-même que je peux faire ce que je veux. Le plus difficile, ça a été, tu vois, mes grands-parents qui ont rien compris, en fait. Qui se sont dit, attends, t'as fait une école d'ingénieur, les grandes études, t'es bien payé, pourquoi tu veux partir vendre des baguettes, quoi? Non, mais je te schématise, mais moi, ma grand-mère, quand je lui ai dit, elle m'a dit, mais tu vas vendre du pain? Je lui ai dit, bah ouais, et alors? Et du coup, c'était hyper intéressant parce que, tu sais, parfois on dit, ouais, il n'y a pas de sous-métier, mais je te promets que pour certaines personnes, il y a des sous-métiers. Bah ouais. Et parfois même, autour de toi, tu as des personnes qui pensent comme ça et c'est bien triste. Parce qu'en fait, au fur et à mesure des expériences, je me suis rendu compte que il faut jamais se fier, tu vois, aux apparences. Moi, sur les chantiers, je te promets que tu avais des gens qui étaient bien plus riches que moi parce qu'ils avaient des business à l'étranger et pour autant, tu vois, ils venaient au boulot et ils faisaient des petits boulots, tu vois. Donc ça veut rien dire. Seulement dans la tête des Français et en tout cas dans la tête de certains membres de ma famille, c'était OK, Mel, t'as fait une école d'ingé, tu vas bosser dans une boulangerie, t'as loupé ta vie, tu vois. Ouais, ouais. Mais ça, c'est super intéressant parce que ça me fait penser aux voitures. J'observe beaucoup, en fait, les voitures. Pour moi, c'est l'expression parfaite du statut social de la personne. Quand t'achètes ta voiture, en fait, t'achètes ton statut social et le regard que tu veux que les gens aient de toi. Enfin, je sais pas si ça te parle. Et du coup, en fait, quand t'achètes ta voiture, moi, j'ai eu vraiment un moment de réflexion par rapport à cette histoire. C'est que il y a énormément de gens qui achètent la voiture, mais en fait, elles achètent leur statut social. C'est-à-dire qu'elles vont le prendre en leasing, alors que financièrement, mais c'est complètement stupide, mais juste pour pouvoir rouler comme ça et se sentir bien dans sa voiture, dans son statut social. Et en fait, avec Cyril, c'est vrai que nous, je pense que ça nous a toujours fait un peu envie, tu vois, les belles voitures. Je peux pas dire que ce statut social que je considère comme étant la voiture, ça nous a toujours fait envie parce que tu te dis, ouah, il roule en Tesla, en machin, ouah, la gros Mercedes classe V avec la place pour les enfants, et nous, c'est ça qu'on vise. Et en fait, on est là, ouais, mais en fait, est-ce que les 30 000, 50 000 euros, t'as pas plutôt envie de les injecter dans un investissement immobilier, quoi? Nous, la question, elle est vite fait, quoi. C'est de l'argent jeté par les fenêtres, quoi, une voiture, quoi. Enfin, si c'est juste pour prouver aux autres ton statut social, bah... On n'a pas besoin. Voilà, bah voilà, bref, ça me fait penser à la voiture. Mais c'est hyper intéressant. En fait, le statut social, c'est à l'intérieur. C'est toi, comment tu te perçois et comment tu es capable d'expliquer ce que tu fais par rapport aux autres. Et la voiture, c'est exactement ça. Mais moi, je te rejoins totalement. Moi, ma voiture, je l'ai payée 4 000 euros et je m'en fous des voitures. Et juste à côté de ma voiture, on a une Tesla. Olive, il a fait des pieds et des mains liés, enfin, pour avoir cette Tesla avec sa boîte. C'est super. Je lui ai dit, franchement, si demain, t'es plus dans ton job, rachète pas une Tesla, en fait. Juste, on n'en a pas besoin, tu vois. Il faut aussi le vivre parfois pour te dire, OK, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est juste pour satisfaire mon ego personnel ou le besoin de réussite par rapport aux autres ou le besoin de prouver mon statut social par rapport aux autres. Moi, franchement, je te dis honnêtement, j'ai ma voiture, je roule dedans, je me sens pas mal à l'aise, tu vois. Et pourtant, c'est une petite voiture qui va très bien, le coût de 4 000 euros. J'ai une Tesla juste à côté, j'ai la possibilité de rouler tous les jours avec une Tesla, puisqu'elle est à nous, tu vois. Mais en fait, je l'ai jamais conduit cette Tesla, je m'en fous, je m'en contrefous, tu vois. Ça m'intéresse pas. Bah ouais, c'est super intéressant. Moi, en tout cas, c'est des réflexions que je me fais régulièrement, ouais, sur ma consommation et de réussir à
je sais pas, à réussir à, tu sais, à se connecter en fait. Enfin, je trouve que les gens, souvent, ils sont déconnectés avec leur ego, tu vois. Ils voient pas que quand ils achètent une voiture, c'est pour leur ego. Tu sais, ils voient pas le lien. C'est, ah non, j'ai besoin d'une voiture. Je fais, non mais attends, tu te moques de moi, t'as pas besoin, tu sais, de la nouvelle DS, machin. Genre, t'as besoin de ça, quoi. C'est, non, en fait, les gens, ils se voilent la face. Oui, oui. Complètement. Tu vois, ils se connectent pas. Et moi, je sais que des fois, j'ai cette envie d'une belle voiture, mais je sais que ça vient de mon ego et du coup j'essaie d'analyser, de creuser et tout, tu sais, d'essayer de me raisonner. Enfin, c'est intéressant. Ouais, ça demande une sacrée dose de développement personnel et de connaissance de soi, en fait. Et ça, c'est très difficile parce que se connaître soi, ça vient que avec le temps ou alors il faut que tu acceptes de travailler sur toi. C'est pas évident. Voilà. Mais pour l'instant, on est encore en Volkswagen et tout va bien. Donc du coup, alors je sais pas, on a un peu divagué. Déjà, moi, ce qui m'intéressait aussi de revenir, t'étais dans la boulangerie. C'est quoi le business d'ailleurs que t'as lancé dès le départ? Alors, en fait, j'ai monté une auto-entreprise classique et en fait, j'ai une amie qui m'a dit Ah, mais Mel, t'es à l'aise sur les réseaux sociaux, t'aimes bien ça, bah pourquoi tu crées pas un business où tu vendrais des prestations pour les entreprises? Et au début, alors j'ai un peu souri, je dis ouais, enfin j'aime bien les réseaux sociaux, mais je le fais pour moi, tu vois. Elle me dit ouais, mais tu le fais pour toi et tu le fais bien, donc pourquoi tu pourrais pas le faire pour les entreprises? Et en fait, c'est toujours difficile de te dire ok, tu vas te faire payer pour quelque chose que t'aimes bien faire et qui te semble facile. Et du coup, j'ai dit bon bah ok. Et en fait, on a fait une petite réunion ensemble avec la personne justement Christelle, elle s'appelle, qui m'a conseillé de me lancer. Et je lui ai dit bah qu'est-ce que je fais? Elle me dit bah tu montes un petit peu ta prestation et puis tu la proposes au client. Et donc ma première cliente, ça a été la boulangerie dans laquelle j'ai travaillé. Ah, génial! Trop, trop bien. Trop bien. Du coup, je suis allée la voir, j'ai vendu mon projet, j'ai dit voilà, moi je vais vous booster la communication grâce aux réseaux sociaux. Donc je communiquais sur Facebook, sur Instagram, donc c'est moi qui ai lancé les comptes et tout ça. Et aujourd'hui, ils communiquent encore dessus. Donc c'est super parce que ça fait de l'animation. En plus, c'est en local, donc en local, ça fonctionne toujours très bien avec la commune. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à vendre des prestations de services à des entreprises. J'ai commencé par un client et je me suis dit, OK, bon, ben, il me reste un peu de temps, donc je vais prendre un deuxième client, un troisième client. Et après, au bout du troisième client, je me suis dit, oh là, je commence à avoir un peu de taf entre la boulangerie et tout le taf que j'avais. Donc, je me suis dit, bah, il y a un moment, il va falloir que je fasse un choix. Et j'ai bossé donc 1 an dans la boulangerie et après, j'ai quitté la boulangerie pour me lancer, je dirais, cœurs et âme dans mon auto-entreprise. Voilà. Ok, et du coup, là, t'as donc, je vais essayer de résumer, là, t'avais 26, Alors, 27, 28. en fait, c'est très difficile pour moi la question que tu me poses parce que j'ai pas du tout la mémoire des années, ni je suis pas du tout là-dedans. Donc t'as fait 3 ans à Ilki, 1 an à la 1 an boulangerie. à la boulangerie, donc je devais avoir 25 ans. Donc je suis sortie de la boulangerie peut-être à 26, quelque chose comme ça, 26, 27, 28, ouais c'est ça, quelque chose comme ça. Et après en fait, donc j'ai quitté la boulangerie, j'avais mon auto-entreprise et là j'ai rencontré Corinne. Ah oui, parce que, attends, juste pour savoir, par rapport aux investissements IMO, comme tu disais qu'en fait, ils prenaient pas en compte ton variable, ils prenaient que ton fixe, au final, le fait de bosser à la boulangerie, ça changeait rien sur tes conditions de financement parce que t'avais le même fixe, j'imagine. Tout à fait. C'est une question que je me posais. Ça changeait rien du tout, en fait. Je touchais. En gros, il y a un moment donné où je gagnais bien ma vie, j'étais commerciale, j'avais mis 500 de fixe et à la boulangerie, j'avais mis 400 de fixe. Donc, j'avais exactement les mêmes conditions qui étaient prises en compte par les banques. Ok. C'est absolument dingue, en fait. Il aurait fallu que je reste plusieurs années, en tout cas à l'époque, hein. Aujourd'hui, je pense que j'aurais pu vendre autrement le projet avec l'expérience, mais je pense que si j'étais restée commerciale, il aurait fallu quand même plusieurs années pour que la banque puisse faire, tu sais, une moyenne, en fait. Sur les 3 dernières années, ouais. Voilà, tout à fait, tout à fait. Ok, donc, et là tu rencontres Corinne Ouais. lors d'une soirée de networking, c'est ça, ou de... Tout à fait. En fait, c'était la deuxième fois que je la rencontrais. Et puis quand je suis allée la voir, j'aime bien raconter cette histoire. Elle se souvenait plus du tout de moi. Et du coup, je lui ai dit, mais si on s'est rencontrés, et puis froide de glace. J'ai beaucoup discuté avec son mari, donc Yanis, avec qui on a bien sympathisé. En fait, j'étais plus en relation avec Yanis qu'avec Corinne. Et après, en fait, on est allé dîner ensemble à Lyon. On s'est bien entendu. Elle m'avait fait visiter sa coloc, etc. Et puis là, on s'est dit, mais attends, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer une communauté de femmes investisseuses. Au départ, c'était juste, bah, on se rencontre, on discute ensemble de notre, bah, de nos expériences, tu vois, de nos problématiques. Et après,
on a commencé à avoir un petit groupe de 10 personnes qui nous ont dit, OK, bah, nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous accompagniez, que vous organisiez des événements, que vous fassiez une formation. Et en fait, petit à petit, on s'est dit, bon, bah, on s'est laissé entraîner par le truc, quoi. Et puis là, on a créé une boîte. Au début, on facturait n'importe comment. Et puis, bah, tu sais, un petit peu comme un entrepreneur qui démarre, quoi, tu Bah vois. normal, bah ouais. Et après, on s'est dit, non, attends, on va structurer le truc et on va monter une boîte. Voilà. Ok, bah c'est génial. Alors, du coup, moi j'ai deux trucs que j'aurais voulu creuser un petit peu avec toi dans ce que tu me dis. Déjà, il y a la partie financement. Comment est-ce que tu as réussi à convaincre à chaque fois, enfin, parce que j'ai entendu, enfin, Corinne m'a plus ou moins dit que tu avais un peu galéré parfois. Et ça m'intéresse en fait pour l'audience de voir un peu quel était ton mindset au moment de recherche de financement. Comment tu as fait en fait pour dépasser tout ça, sachant que tu n'avais pas un salaire mirobolant, quoi. En tout cas, qui était pris en compte. Ouais, bah, 1 400 euros, c'est pas mirobolant. C'est classique. Ouais, Voilà, c'est classique. Après, pour une Parisienne, toi, je sais pas à combien t'étais à Paris, mais ouais, non, 1400, c'est pas beaucoup. voilà, on est bien d'accord. Donc oui, j'ai été en galère énormément et j'ai été jusqu'à 17 refus bancaires. Ah ouais, mais c'est énorme. Ouais, pour répondre à ta question, le mindset que j'avais et que j'ai encore aujourd'hui, c'est que quand j'ai envie de quelque chose, je lâche rien. Mais je lâche rien, rien, rien et jamais, tu vois. Donc c'est un peu de la persévérance presque maladive, parce que même parfois où je me dis, tu vois, il est arrivé parfois, pour aller encore un petit peu plus loin sur ta question, avoir rencontré des projets immobiliers où sur le papier, tu calcules ta renta, je sais que ça passe pas, mais tu vois, j'ai tellement envie d'avoir le truc que je fais tout, je tripouille tout dans tous les sens et je me dis ça va passer, tu vois, alors que je sais que ça passe pas. Mais tu vois, tu sais, ce truc de, je sais pas, c'est une motivation interne, je sais pas comment t'expliquer ça. Et donc, du coup, j'ai eu 17 refus et le 18e est passé Ah ouais, et ça c'était pour lequel? pour la troisième coloc. Et là, j'étais à la boulangerie. Ah ouais, ouais, ok. Parce que du coup, la première coloc s'est bien passée, la deuxième, j'imagine, ça va encore. Bien passé. La troisième, c'était chaud. Parce que du coup, c'est quoi qui t'ont dit? C'est vous êtes déjà assez endetté? Alors, j'ai eu un petit peu de tout. J'ai eu pourquoi vous voulez investir alors que vous venez d'investir il y a un an? Pourquoi vous voulez faire ça? Vous avez le temps, vous êtes jeune. Donc ça, c'est plutôt le jugement personnel de la part du banquier, le mindset du banquier. J'ai eu ça. J'ai eu non, on vous suit pas parce que vous avez un taux d'endettement qui est trop élevé. On avait déjà cette réflexion à l'époque. Et j'ai eu quoi? Et puis après, j'ai eu des non justifiés aussi parce que parfois, tu as des gens, ils te disent non, ils étudient même pas le dossier. Moi aussi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, j'ai eu un peu de tout, franchement. J'ai eu un peu de tout. Et du coup, c'est quoi que tu conseilles en fait? Qu'est-ce qui a fait que la 18e fois s'est passée? T'as présenté les choses différemment? T'as... En fait, je pense qu'on a une manière de présenter le projet qui est maintenant très professionnelle. Aujourd'hui, si je prends du recul par rapport à la manière dont je présentais le projet, le conseil que j'ai à donner, c'est il faut se positionner comme un pro. Et aujourd'hui, d'ailleurs, encore plus parce que pour moi, il n'y a plus la place à des touristes, en fait. Il faut que tu aies un dossier bancaire qui soit béton. Et ouais, ce qui change, c'est ça. Donc, c'est bien sûr ta situation financière, comment tu gères ton argent. Tes 3 derniers bulletins de salaire et tes 3 derniers mois sur tous les comptes, parce que tu te mets à poil, il faut le dire aussi quand tu vas en banque, Ouais. des comptes. Et surtout, l'apport aussi. Donc ça, c'est bien aussi d'en avoir, de l'apport. On en a mis à chaque fois sur tous les projets. J'ai jamais fait partie des personnes qui se sont fait financer à 110%, malheureusement. Et je pense pas que c'est près d'arriver. Voilà. Et ouais, je pense que c'est notre manière de présenter le projet en mode professionnel qui maintenant fait que, on se fait financer. Tu vois, sur les 2 derniers projets, ça n'a pas réellement été un sujet, le financement. Ah, c'est génial. Alors que votre taux d'endettement, il devait être déjà au max et en plus vous tapiez sur des immeubles. Ouais, là, maintenant, notre taux d'endettement, on rentre plus dans les catégories, quoi. Ok. Ouais, ouais. Ah, c'est génial. Et du coup, vous arrivez à avoir une sorte de relation avec le banquier aujourd'hui? Enfin, vous restez avec le même plusieurs fois d'affilée? On a 3 partenaires. On a le Crédit Mut qui nous a financé sur des projets. On a le Crédit Agricole aussi qui est un bon partenaire. Et après, on a eu la Banque Postale pour la résidence principale, mais c'est pas vraiment un partenaire. Ils veulent pas travailler avec nous parce que ça les intéresse pas concrètement. Et puis nous non plus d'ailleurs. Je pense que c'est les 2 partenaires principaux que j'ai, Crédit Agricole et Crédit Mutuel aujourd'hui. Ok, ok. Ce qui m'intéresse aussi, c'est par rapport au fait que vous t'investisses à deux, comme moi aussi j'ai investi à deux, ça m'intéresse de savoir comment vous faites pour que ça se passe bien, en fait, vos investissements dans votre couple. Quelles sont peut-être vos petites recettes pour que, à deux, vous soyez sur la même longueur d'onde et que vous avancez dans la même direction Ouais. et que vous vous engueuliez pas trop? Je sais pas comment vous faites. Alors, que ce soit en couple ou avec d'autres associés, en fait, c'est une question d'association. C'est-à-dire que pour moi, la pire erreur, ce serait de t'associer avec une personne qui est exactement comme toi.
Parce que ça veut dire que vous avez les mêmes points forts et les mêmes points faibles. Pour moi, l'association, elle fonctionne que si tu as les points faibles de ton associé. En gros, il faut que ça vraiment que ça se, comment dire, que ça s'imbrique. Voilà. Maintenant, pour répondre plus concrètement à ta question, au départ, donc moi, si tu veux, je chasse les biens. Ça a toujours été le cas. Moi, je m'occupe du réseau aussi. C'est un peu ma zone de génie, le réseau. Voilà. Donc, moi, je gère cette partie-là. Je trouve le projet. Je trouve les équipes travaux et après derrière, Olive, il suit le chantier. Parce que ça, moi, c'est pas mon dada. J'aime pas trop faire ça en vrai. Ça me passionne pas du tout. Et ensuite, c'est lui qui fait la gestion également. Au départ, c'était moi qui faisais la gestion parce qu'il avait pas trop le temps. Et maintenant, il a repris la gestion. Il est bien meilleur que moi par rapport à ça parce qu'il aime mieux faire ça avec ses petits logiciels et tout. Moi, ça me gaffe, tu vois. Du coup, voilà comment on fonctionne. Moi, je suis plutôt sur la phase amont du projet et lui sur la phase after. Ah, c'est marrant, c'est Voilà. la même répartition en tout cas avec Cyril aujourd'hui. Ah bah tiens, voilà. Par contre, c'est lui qui va faire les négos bancaires, Cyril. Là-dessus, il est super fort. Ah ouais, ok. Bah, les négos, alors, en banque, on y va tous les deux parce que on demande le financement à deux. Donc, c'est une association, donc c'est bien qu'on soit présent à deux. Et là, je t'avoue que vu qu'on a deux profils complètement commerciaux, parce que lui, il est commercial et moi, j'ai toujours été dans le commerce, bah là, on est très à l'aise. Les rendez-vous bancaires, c'est pas un sujet. On est assez à Ah l'aise. bah c'est cool. Voilà. Cool. Ok, ok. Et du coup, vous avez en plus, j'imagine, la même vision. Est-ce que lui, il envisage un jour aussi de quitter son travail ou pas, enfin d'entreprendre? Ouais, bah, c'est déjà le cas. Ah, c'est déjà le cas. Ok, parce que il a été aussi en CDI au début. Alors, il est en CDI. Alors, quand j'ai dit c'est déjà le cas, il entreprend déjà en parallèle de son travail. Ok. Et oui, en fait, si tu veux, on a la même vision. C'est-à-dire, donc plus concrètement, l'objectif, c'est toujours de faire grossir le patrimoine, de monter les entreprises au départ en parallèle d'un job, ensuite de quitter son job. Moi, c'est un chemin que j'ai déjà fait. Lui, il est encore dans le schéma, je construis mon entreprise en parallèle de mon job. Et ensuite, demain, eh bien, l'objectif, c'est de se rémunérer avec nos boîtes, de continuer les investissements immobiliers et grâce au cash qui est généré par les boîtes, de les faire remonter dans la holding et de les faire redescendre pour continuer à faire grossir le patrimoine. Et du coup, aujourd'hui, moi, ça m'intéresse, ça, c'est des questions un peu plus techniques. Je sais pas si l'audience, ça les intéresse, mais du coup, en nom propre, vous avez acheté combien de choses en nom propre et à partir de quand vous avez basculé en SCI à l'IS, j'imagine. Ouais, c'est ça. Alors, on a fait 3 biens en nom propre et là, les 2 derniers, elles sont à SCI à l'IS, Ok. reliés à une holding qui sont reliés à mes boîtes déjà. Ok, et du coup, votre politique, c'est peut-être personnel, hein, t'as le droit de dire que tu veux pas le dire, je sais pas. Est-ce que vous êtes à 50-50 en fait sur la holding? C'est-à-dire que c'est une holding à tous les deux pour les invests ou comment vous faites? Non, c'est un petit peu plus complexe que ça parce qu'en fait, si tu veux, moi, je suis associée avec Corinne, qui est une autre personne. Ah bah oui. Voilà. Et en fait, si tu veux, c'est le schéma, c'est moi j'ai ma holding et demain lui, il est en cours de construction de sa holding. Donc il y aura 2 holdings, une holding Mélanie, une holding Olivier. Ensuite nos biens communs, donc via les SCI, d'accord. Et ensuite moi j'ai mes associations donc avec Corinne et demain avec d'autres sociétés et peut-être d'autres associés. Et lui a ses boîtes avec ses associés. Parce que le problème c'est que si tu fais une seule holding avec nous deux à l'intérieur, eh bien, possiblement, il sera responsable de ma boîte avec Corinne, tu vois. Et Ok. Corinne, elle a pas envie que Olive soit responsable de sa boîte, ce qui est normal. Bah oui, Donc, on oui, oui, va oui. avoir deux holdings. Ok, super intéressant. C'est un petit peu plus approfondi. Ça a été des vraies questions stratégiques qu'on a vues avec des avocats fiscalistes cette année. Ok, Voilà. ok, super intéressant. Ça marche. Et du coup, voilà, ça c'était la deuxième question. Et la troisième question, c'est par rapport à la colocation. J'ai l'impression quand même que c'est un peu ta spécialité. Je sais qu'il y a des personnes dans l'audience qui s'intéressent aussi à la colocation. Est-ce que tu aurais 2-3 conseils ou peut-être aussi de dégommer peut-être des croyances limitantes au sujet des colocations, parce que les gens ils disent ah mais il y a pas d'étudiants, du coup on peut pas faire de coloc. Enfin je sais pas. Qu'est-ce que toi t'as envie de dire par rapport aux colocations au vu de ton expérience? Il n'y a pas que des étudiants dans les colocations, ça c'est faux parce que moi j'ai tout de suite eu des travailleurs, des jeunes travailleurs, qui d'ailleurs ont été mes meilleurs clients, qui sont restés très longtemps. J'ai un jeune travailleur, il est resté 3 ans dans une de mes colocs, donc top. Donc ça déjà c'est la première croyance qui est fausse, t'as pas besoin nécessairement d'avoir que des étudiants. Et je vais même un peu plus loin, maintenant il y a même des colocations de seniors. Donc tu vois, c'est hyper intéressant. Deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est assez curieux, mais parfois j'ai un peu l'impression d'être une maman, tu vois, dans la gestion. C'est con, mais tu vois, parfois, ils vont te poser des questions et ça, comment ça marche?
Et tu te dis, mais comment ça marche, tu vois? Donc tu l'appelles et tu lui expliques comment ça marche comme si c'était sa mère, tu vois? Ouais, le gars, il sait pas te lancer une machine à laver, du coup, tu vas apprendre à faire sa lessive, quoi. En fait, il faut remettre dans le contexte. Tu sors de chez tes parents ou c'est ton papa ou ta maman qui t'a toujours tout fait en quelque sorte. Et là, t'arrives et en fait, t'as un propriétaire face à toi qui t'explique rien. En même temps, c'est pas son job. Et du coup, bah, les jeunes, parfois, ils sont un peu perdus. Donc, il faut les orienter. Et effectivement, la coloc, en tout cas, quand tu travailles avec des étudiants, il faut être prêt à materner un petit peu, même si je sais qu'il y a des propriétaires qui vont dire, ouais, je suis pas là pour materner. Néanmoins, il faut le savoir. Les colocs, t'en as certains aussi, faut apporter un petit peu de, voilà, faut être zen, tu vois. Faut être un petit peu maman. Voilà. Donc ça c'est le deuxième point. Après, je pourrais te dire plein de choses sur la coloc. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Bah, par exemple aussi, combien de chambres tu prévois? En fait, tu fais des colloques de combien? Nous, on a des colocs de 3, de 4 aussi. Ok. Ce qu'il faut, c'est les salles de bain. Pour 3, il en faut une. Pour 4, il en faut 2. Ça, c'est mieux. Parce que sinon, les gens se marchent dessus. Parce qu'il faut bien savoir que quand tu vas travailler, tout le monde va se doucher et se laver les dents en même temps. Malheureusement, sauf si tu as quelqu'un qui a un rythme décalé, mais c'est pas souvent. Donc ça, en termes de nombre de chambres, c'est ce que je conseille. De nombre de salles de bain, pardon, c'est ce que je conseille. Et après, par contre, ce que je peux te conseiller aussi, c'est d'avoir un espace commun. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, sur ma première coloc, j'ai pas d'espace commun. Enfin, il y en a un, mais il est tout petit. Et aujourd'hui, tu vois, si c'était à refaire, parce que je vais possiblement faire un projet de co-living prochainement, et je sais que l'espace commun, c'est ça qui est important dans une coloc. Tu vois, moi, quand j'ai vécu dans la coloc, j'aimais bien passer du temps avec mes collègues, on faisait des soirées, tu vois, ça c'est vraiment l'état d'esprit coloc. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux faire la différence, faut que tu aies un espace de vie qui crée des relations et qui rassemble les gens. Et c'est pour ça que les gens, ils ont envie de se mettre en coloc. Ok, là, tu parles à quelqu'un qui a que des colloques où il y a quasiment zéro espace de vie commun. Mais parce que après, voilà, nous on est en mode, moi je sais pas, j'avais une image. Enfin, en tout cas, les gens ne s'en sont jamais plaints. Et puis moi, j'avais une image. Alors, j'ai peut-être une image un peu biaisée, hein. Mais tu sais, du jeune qui est sur Netflix toute la soirée et qui sociabilise pas et qui s'en fiche en fait. Alors, Mais il y en a dans ma première coloc, et c'est ça qui est marrant, si je peux, parce que j'ai un petit peu de recul par rapport à ça, du coup, j'ai pas du tout la même typologie de clients, de locataires sur ma première colocation où il n'y a pas d'espace commun que sur mes autres, où il y a un espace. bah ouais. Là où il n'y a pas d'espace commun, j'ai des colocs qui sont très, tu vois, cocons. Tu sais, ils aiment bien être dans leur chambre, ils aiment bien regarder des films, tu vois, ils sont un petit peu solitaires, très très solitaires. Et du coup, je pense que ça s'explique parce que vu qu'il n'y a pas d'espace commun, c'est chacun dans sa chambre et chacun sa vie, tu vois, et ça leur va bien. Et par contre, dans les autres colocs, effectivement, j'ai une vraie vie. Quand tu arrives dans la coloc, parfois tu fais des visites, bah tu sens que ça bouge, quoi. Tu vois, tu sens qu'ils se voient, qu'ils rigolent, qu'il y a des relations qui se tissent, quoi. Ah ouais, Voilà. ouais. Ok. Ok. C'est intéressant. Parfois, c'est contraire à la renta, par contre, si toi, tu fais des colocs sans espace. Non, mais après, moi, c'est aussi parce que c'était particulier. C'était pour. J'avais vachement ciblé, en fait, parce qu'il y avait des classes préparatoires juste à côté de là où on a acheté l'immeuble, où on a fait ses colocs. Et en fait, c'est vraiment quasiment que des étudiants de prépa. Et je sais pas si tu vois, c'est un peu comme la première année de médecine, quoi. Donc, en fait, c'est aussi pour ça, tu vois. C'est pas. Ça dépend, je suis d'accord. En fait, c'est peut-être, ça dépend un peu de la cible que tu te mets par rapport à ta coloc. Quel type d'étudiant ou quel. C'est sûr que si c'est des seniors qui veulent vivre en communauté, ils ont envie d'avoir un espace commun, quoi. Sinon, ça sert un peu à rien, quoi. Ça, Tu exactement. vois, les seniors, ils regardent pas Netflix toute la soirée, quoi. Enfin, j'espère pour eux. C'est Ok, bah franchement c'est top. Je pense que les gens de l'audience maintenant ont appris à te connaître. Si jamais ils veulent te suivre, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour suivre tes aventures? Je sais que investir comme elles, je sais pas si on dit comme elles ou comme elles, les deux vont, ce que j'ai compris. Si jamais ils sont intéressés par investir comme elles, où est-ce qu'ils peuvent vous suivre et voilà, suivre votre activité, voir ce que vous proposez aussi en offre d'accompagnement qui je sais est très personnalisée. Merci. Oui, en fait, vous pouvez nous suivre tout simplement sur le compte Instagram. C'est là où on est le plus dynamique. Moi, je réponds à tous les messages. Parfois, j'ai un petit peu de délai. Voilà, je réponds au plus tard le lendemain, mais je réponds à tous les messages sur Insta. Donc, notre Insta, c'est tiré du bas, investir Comels. Ça s'écrit COMELS. C'est bien de le préciser parce qu'en podcast, on ne voit pas. Et tiré du bas. Voilà, tu le trouves tout de suite. En Je général. mettrai le lien dans la description de l'épisode. Je sais que vous avez aussi une chaîne YouTube. Enfin, je le dis à l'audience. Et un podcast aussi, vous avez. Oui, oui, c'est vrai. J'ai pas pris le temps de tout dire. On est de partout.
Ouais, on a un podcast également. On a une chaîne YouTube sur laquelle on a interviewé plus de 50 femmes investisseuses avec des profils méga inspirants. Franchement, c'est de la bombe. Donc, allez-y si vous connaissez pas l'immobilier, que vous avez envie de prendre de la motivation et de l'énergie et de voir d'autres femmes qui ont réussi, eh bien, allez-y. Vous pouvez vous nourrir de ça. Et après, on a un podcast sur lequel très prochainement on va interviewer mais des profils plutôt professionnels de l'immobilier. Donc là, on va voilà, changer un petit peu de défi, de challenge et on va aller parler aux pros de l'IMO aussi. Trop chouette. Et ben merci en tout cas à toi et puis à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.